Hello to all and welcome on Watches TV, and we are delighted to share with you one of those meaningful testimonies of some of the people who have marked the history of our beloved watchmaking industry, as we had the chance of having Jacqueline Dimier come to our club space to discuss her life journey. She was the first woman designer, and we can definitely say that today's success of Audemars Piguet owes a lot to what she did over there. Yes, Gérald Giunta set the blueprint in 1972 for what would become an absolute icon with the Royal Oak, but she took it from there and very cleverly made it evolve among many other things. So let's find out all about her career, how she started, and her role in this fascinating journey. Alors j'ai débuté en faisant des cours aux arts décoratifs de graphisme dans le but, parce qu'à l'époque, disons de ce moment-là, la publicité était très dessinée et peinte. Il y avait peu de photos et de choses comme ça, c'était très graphique. Et donc je me dirigeais plutôt, sachant dessiner un peu, vers un métier qui m'amenait vers le fait de convaincre par l'image. Intéressant. C'est aussi un peu le nôtre, voilà, d'une certaine manière. Suite à ces études, comment est-ce que vous avez commencé votre carrière professionnelle? J'ai commencé effectivement un peu dans la publicité au départ, et puis très rapidement, une de mes connaissances, qui avait une améthyste à placer dans un bijou, m'a demandé de créer une bague avec ça. Et moi, je n'avais jamais fait cela, mais enfin, c'était facile à faire, une bague, c'est pas bien compliqué. Et je l'ai exécutée, et la personne qui elle, l'a faite en 3 dimensions, a trouvé mon dessin intéressant. Il existait fort peu de dessinateurs à l'époque à Genève, et j'étais la seule femme qui tout à coup apparaissait dans ce métier. Et vous avez tout de suite eu une sorte d'accroche, un intérêt? C'est-à-dire que ce sont les exécutants de la bague qui ont eu beaucoup d'intérêt. Et puis après, ça s'est multiplié avec d'autres joailliers qui ont trouvé que effectivement, je pouvais leur rendre service. Et j'ai commencé par le bijou, effectivement, pendant plusieurs années. Il y a eu aussi l'arrivée des gens du pétrole dans les années 60. Et ces gens étaient friands de tout ce que l'on peut trouver qui était joaillier. Et tout à coup, tous les joailliers de la place m'ont demandé de créer des tas de choses. Et j'ai travaillé la nuit, je rentrais même chez moi dans un sachet en papier Java rempli d'émeraudes. Il y en avait pour des millions, mais personne ne le savait. Et on travaillait la nuit, on travaillait le jour, enfin, il n'y avait aucun arrêt dans ce travail, tellement c'était demandeur. Mais il y a certaines contraintes techniques liées à ce genre de design. Et ça, je les ai apprises sur le tas. J'avoue que je suis complètement autodidacte dans ce genre de métier, mais j'ai très vite appris, j'ai répondu à cette demande incroyable de tous ces nababs qui ne savaient que faire de leur argent. Au bout d'un moment, ça m'a lassée parce qu'on faisait tout et n'importe quoi. Et tout passait. Et moi, je ne trouvais pas mon content dans cette chose-là. Donc, j'ai arrêté complètement, ce que les gens n'ont pas compris. Mais moi, oui, c'était nécessaire pour moi. Et je me suis dirigée vers l'horlogerie qui, pour moi, avait plus d'exigence et je ne veux pas dire de sérieux, mais c'était quelque chose qui me convenait mieux. Et alors, comment est-ce que vous êtes rentrée dans cette famille horlogère? J'ai commencé toujours en freelance à dessiner sur des morceaux de papier, carrément, c'était pas énorme. Et j'ai téléphoné aux plus grandes marques parce que je pensais que c'était elles qui seraient intéressées par ma démarche. Et c'est effectivement le cas. J'ai travaillé à ce moment-là avec Monsieur Stern, père, mais grand-père de l'actuel président. J'ai travaillé un moment avec lui, on s'est très bien entendu. Et puis, je me suis adressée à Vacheron, à Jaeger-LeCoultre. C'était pas énorme, mais j'ai fait quelques modèles, toujours un petit peu spéciaux, parce que finalement, la montre s'adressait aux mêmes clients, c'est-à-dire
a toujours ses émirs, etc. À ce moment-là, j'ai contacté Rolex et Rolex m'a carrément mis la main dessus en me disant non, 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 vous restez avec nous. Et j'ai eu un emploi fixe à ce moment-là. Quelle était votre compréhension à ce moment-là, justement, des contraintes liées à l'horlogerie, liées le mélange entre le design et la technique horlogère, par rapport à ce que vous aviez appris justement dans le monde de la joaillerie? On m'a demandé au départ de faire des montres joaillères. Donc j'ai lié les deux avec des petites boîtes de base qu'il fallait entourer de pierres précieuses, etc. Et plus tard est venue la montre pure, mais dans le fond, j'ai appris en regardant les gens, j'ai appris à la troisième dimension, ce que je ne connaissais pas. Et c'était vraiment très intéressant de savoir comment était bâtie une boîte de montre, y compris son étanchéité, y compris la place du remontoir, enfin tout ce qui est en vivant avec une montre. À cette époque-là, la notion de designer horloger, elle était balbutiante. C'était vraiment il n'y avait pas vraiment de métier de designer horloger. Parce que les horlogers achetaient très souvent des dessins avec des designers parisiens qui travaillaient essentiellement dans la joaillerie, mais pour la Suisse, s'étaient mis un peu à faire des montres. Voilà. Et nous étions en tout 4 personnes sur la place de Genève. Il y avait M. Jantat, il y avait Jean-Claude Guette, et il y avait... Gilbert Albert, je pense. Gilbert Albert, exactement. Et chez Rolex, vous êtes resté combien de temps? 7 ans. 7 ans, d'accord. Ouais. 7 ans. Je regrettais une chose, c'est-à-dire que du point de vue créatif, c'était très limité. J'y ai découvert la marque Cellini, qui était la montre, dirons-nous, un petit peu plus élégante, mais qui ne dépassait pas du tout la Rolex de base. Donc, sur ce modèle de base, il n'y avait que des cadrans à faire. Et ce n'était pas très, très intéressant. Donc, effectivement, au bout de 7 ans, j'ai bifurqué en trouvant une autre maison qui, pour moi, avait beaucoup plus d'audace. Donc là, je pense qu'on parle d'Audemars Piguet. On parle d'Audemars parce que c'est à ce moment-là, en 1972, que Jantat a sorti la Royal Oak. Et pour tout le monde horloger, c'était une révolution de mettre de l'acier dans le luxe. On ne comprenait pas très bien le prix de la pièce, d'ailleurs. Et de faire une pièce extra plate, magnifique. Et tout le monde était devant leur vitrine à Bâle. Vous vous rappelez vous-même l'impression que tout ça vous a procuré? Oui, oui, tout à fait. Mais je n'étais pas seule, je crois que tout le monde horloger était devant ses vitrines. C'était vraiment un moment... un événement. Un oui. avant-après, quoi. Il y a eu un avant et un après, effectivement. Donc vous rejoignez Audemars Piguet. Oui. Comment est-ce que vous avez commencé? Quelle était votre mission chez eux au départ? Alors je devais animer les modèles dames qui manquaient complètement dans leur collection. Il y en avait d'anciens et qui étaient magnifiques, mais ils ont peu utilisé la montre dame et la Royal Oak, effectivement, mettait le point supplémentaire sur la montre homme. Donc, il fallait que je développe le côté féminin. La Royal Oak de base, la Jumbo de base, elle était à l'époque perçue comme étant très grande. Donc Oui. de décliner ça en mode féminin, Oui. j'imagine que ça devait être un peu bizarre. Quand je l'ai revu récemment, le modèle que j'ai créé en dame automatique, et le fait de vouloir mettre un mouvement automatique à l'époque, en dame, c'était des grands mouvements, et la pièce était beaucoup plus grande qu'une Santos de Cartier ou même la Lady Date de Rolex. Elle choquait un peu à cause de cela. Et qu'est-ce que vous avez fait exactement? Je dirais, quels sont les détails, quelque part, que vous avez transposés de la montre homme vers la montre femme, et comment est-ce que ça a été adapté? Alors, il fallait déjà tricher avec la hauteur, parce que ce mouvement était très haut, et en plus d'être d'un grand diamètre. Dans ces conditions, j'ai fait ce qu'on appelle en horlogerie une casserole, c'est-à-dire que j'ai décliné le fond
qui à l'origine est plat. Je l'ai décliné en une sorte de cuvette pour absorber le mouvement. Et de plus, le bracelet féminin, bien entendu, n'était pas du même diamètre que le masculin. Donc il a fallu créer un nouveau bracelet avec des éléments plus petits et tournant mieux. Mais on était encore sur un modèle mécanique féminin, parce qu'après ça, ça a été... il y a un mouvement quartz qui est arrivé. Qui est venu, effectivement. Il y a un mouvement quartz qui est venu, mais on l'a pris à reculons, pratiquement, ce mouvement quartz. On avait même créé, à ce moment-là, une pièce rectangulaire avec les coins coupés, qui était de la même famille que Royal Oak, mais qui n'avait pas de vis. Le modèle était destiné à tous les produits quartz. C'était pour éviter de mettre du quartz dans la Royal Oak. Oui, je peux comprendre. Et puis, on n'a pas pu lutter. Finalement, on a mis du quartz dans la Royal Oak. Mais c'est principalement pour une question de taille. Si le mouvement plus petit aurait été disponible, vraisemblablement, c'est le chemin qui aurait été choisi, j'imagine. Certainement, oui. Mais il fallait que ce soit une pièce automatique. Donc, on a opté pour le seul mouvement que Audemars connaissait à ce moment-là. Maintenant, quand je la vois, je la trouve tout à fait actuelle, alors que sur le moment, c'était un monstre. Et comment elle était accueillie, justement ? Très bien. Elle a été très bien accueillie. Bon, elle a été un petit peu critiquée à cause de son volume, mais elle est bien entrée sur le marché. Et on m'a demandé à ce moment-là de créer des modèles plus petits sur base quartz. Au début de la Royal Oak, elle a mis aussi un peu de temps pour trouver son public. Oui. Est-ce que la version féminine a dû passer à travers le même chemin, je dirais ? Que l'on le veuille ou pas, Audemars, c'est quand même une montre homme à la base. Donc, effectivement, les femmes l'ont acheté, mais c'était dans les années 76 ou 77 qu'elle est sortie, 77 je crois. Et à ce moment-là, les femmes n'achetaient pas elles-mêmes leurs montres. Donc, c'était les compagnons, les maris qui offraient plutôt ce genre de produits. Et de ce fait, ils étaient heureux d'avoir une femme qui portait le même produit qu'eux. Mais il n'était pas question de faire des versions Certi à ce moment-là ? Non, c'est venu plus tard. D'accord, ouais. Et outre la Royal Oak, on va peut-être décliner un petit peu plus justement les différents modèles sur lesquels vous avez travaillé, mais est-ce qu'il y a d'autres modèles justement chez Audemars sur lesquels vous aviez aussi... Oh, bien sûr, ouais. Bien sûr. Des modèles qui ont eu un succès, je ne veux pas dire relatif, parce qu'ils ont eu un succès, mais ce sont des succès qui sont passés inaperçus chez nous, parce que la publicité était entièrement centrée sur le produit phare, et alors que les autres modèles que j'ai pu dessiner étaient destinés à des marchés très précis. Par exemple, la Chine de Hong Kong à l'époque, parce qu'on ne travaillait pas avec la Chine continentale. Cette Chine était en retard dans la vision de l'objet. Aussi, Hong Kong servait très souvent à finir les séries qui ne se vendaient pas ailleurs. Et j'ai travaillé quand même aussi pour des modèles spécifiques concernant l'Extrême-Orient, beaucoup pour l'Extrême-Orient. De ce fait, j'ai créé 3 ou 4 modèles qui ont bien fonctionné, mais uniquement dans ces régions du monde. Justement, à cette époque-là, quelque part, je pense que les marchés, il y avait des plus grandes différences de goût entre marchés, j'imagine. Tout à fait, alors que tout s'est unifié par la suite, mais au départ, effectivement, on prenait en compte la morphologie des gens et on ne pouvait pas adresser à une japonaise un modèle tel que Royal Oak Femme. Ça ne passait pas, il fallait autre chose de plus léger, de plus fin. Et là, je me suis amusée, je dois dire. Et en tant que femme, j'imagine ça devait être aussi une expérience intéressante parce que ça devait être un univers quand même assez masculin au sein même de ces entreprises. Oui, exactement. Et là, justement, d'arriver, quels étaient un peu les rapports avec vos collaborateurs de l'époque ? Écoutez, j'ai eu de très bons rapports avec pratiquement tous mes collaborateurs. Était-ce parce que je me suis donné la peine de les considérer aussi ? Mais eux m'ont beaucoup respecté et ont accepté assez rapidement le fait que je puisse
être à même de diriger ce département. Et sur la gamme toujours Royal Oak, aujourd'hui, enfin, il y a des variantes très nombreuses qui sortent, enfin qui sont sorties sur ces 20 dernières années, on va dire. À cette époque-là, comment est-ce que vous faisiez évoluer le produit sans le dénaturer naturellement? Alors sur Royal Oak, on a créé presque tous les 2 ans environ, ou 3 ans, on a créé de nouvelles opportunités. Le quartz est entré en vigueur, bien sûr, mais aussi tout à coup sont venues des choses différentes. La mode du chronographe est arrivée de façon générale et on a adapté, bien entendu, une Royal Oak à un mouvement automatique et chronographe. Chronographe, oui. Et après ça, il y a eu aussi des complications qui sont Oh, il y a arrivées. eu des complications, effectivement. Il y a eu beaucoup de choses, vraiment. Il y a eu le quantième est une pièce magnifique parce qu'on utilisait, dans le fond, à la base du quantième, le même mouvement que Genta avait utilisé pour sa première pièce. Ce mouvement était magnifique et extra plat. On a pu même le squelettiser, ce qui est une chose extraordinaire à voir. Parce que le mouvement était beau et tout ce qu'on a pu faire avec ce squelette, cette pièce était très bien réussie. Pour moi, avec celle de Genta, c'est une des meilleures. J'allais vous demander justement un peu quelles étaient les plus marquantes pour vous, le favori. Donc on a un peu une partie de la réponse là, effectivement. Voilà. Donc dans les autres produits, les autres gammes de produits d'Audemars à l'époque, est-ce qu'il y a certains modèles justement qui, pour vous, tiennent à cœur particulièrement ou qui ont, pour vous, marqué un petit peu l'histoire du design horloger? Alors justement, si je vous en parle, vous ne connaîtrez pas les produits. Mais ils ont effectivement eu leur petite heure de gloire quand même. Il y a un modèle qui s'appelait Regat, il y a un modèle qui s'appelait Pyjama, il y a un modèle qui s'appelait Carnegie, qu'est-ce qu'il y a encore? Et Bambou. Ce sont des lignes carrément qui ont correspondu à des demandes spécifiques de marché. Et bien, la direction a toujours tenté de compliquer les choses avec Royal Oak pour finalement comprendre que c'est ça qu'ils vendraient le mieux et qu'ils s'arrêtent de créer dans tous les sens. Mais moi, j'ai dû créer dans tous les sens. Est-ce qu'il y a des modèles particuliers là, justement? Vous avez peut-être une anecdote intéressante à nous partager? De toute façon, c'était des produits qui devaient rester classiques et ne pas entrer en guerre avec le produit phare. Je pense à une montre intéressante de Poignet qui était le premier tourbillon de montre Alors, de Poignet. le premier tourbillon, effectivement, a marqué. C'était un mouvement assez spécial parce que c'est le fond qui contenait le mouvement, qui était le mouvement. Donc, il avait 2 fonctions, celui d'activer la pièce et celui d'être le fond de la boîte. Et ne venait dessus qu'une seule lunette. Et ça a fait un tourbillon vraiment extra plat qui était assez spécial. J'ai eu du plaisir à travailler avec cela parce qu'on m'a demandé de faire des choses un petit peu inhabituelles. Un marché a souhaité que l'on reprenne le thème du soleil et de l'Égypte. Et j'ai créé un cadran qui est resté comme ça chez Audemars. Il ne ressemble à rien du tout. Et c'était le premier tourbillon. Comment fonctionnait l'interaction avec les équipes techniques, avec les horlogers, l'espèce de ping-pong qu'il y a dû avoir entre tous ces gens-là? Oui, moi je trouve que les relations étaient très bonnes. D'ailleurs, je travaillais en binôme avec un technicien constructeur qui s'appelle Jean-Daniel Gaulet. Les presque 25 ans que j'ai passé dans cette maison, nous avons toujours travaillé ensemble. C'était un très bon constructeur et il y avait tout un bureau technique qui se chargeait, sous sa houlette et la mienne, de mettre en plan et en 3e dimension ce que moi j'avais dessiné. Quelles étaient un peu les évolutions sur les différentes collections dont vous avez parlé pour féminiser justement certains de ces modèles? Comme toujours, on fait la pièce homme en premier, puis après on diminue les proportions et ça devient une pièce d'homme. Très souvent.
Mais c'est toujours intéressant de travailler les deux en même temps parce qu'il faut qu'il y ait coordination entre les deux produits. Par rapport à la partie joaillière dont on parlait tout à l'heure, parce que Audemars Piguet, dans les années 80-90, avait aussi une ligne purement joaillière, pratiquement. Alors, oui, alors là, je me suis fait un grand plaisir parce que ce sont des années où on faisait des joailleries essentiellement pour l'Extrême-Orient, pour le Moyen-Orient aussi, mais différemment. Et là, alors, les femmes portaient des grandes montres parce qu'elles avaient un poignet plus épais. Tout ceci est toujours lié à la morphologie des gens. Leur choix dépend de cela. On a eu aussi des clients comme l'émir de Brunei qui faisaient faire des folies, mais des folies. J'ai même fait des pins. On est allé très loin avec cette clientèle-là. On faisait des bijoux pour les enfants, des joailleries pour les enfants, c'était incroyable. On a fait des voitures, des trains, des lapins, D'accord. Vraiment, on est allé très loin, mais ça n'est jamais apparu parce que l'émir de Brunei ne voulait pas que l'on connaisse ces bijoux. Alors on va avancer un petit peu, et Oui. avec une évolution importante de la Royal Oak. Et vous avez parlé avant de M. Guette. Oui. Donc il y a eu un moment son fils, Alors son Emmanuel fils Guette. est venu nous rejoindre, d'ailleurs c'est une des personnes que j'ai formées plus ou moins. Alors lui a amené une autre dimension. Par la suite, il est resté 10 ans chez Audemars. Dans les dernières années, il a créé la pièce offshore. C'est un modèle un peu moins conventionnel que Royal Oak. Il rejoignait beaucoup plus le temporel parce qu'à ce moment-là, on aimait les pièces énormes. Et il a bien répondu à ce genre de choses-là. Il a fait une pièce très dynamique qui a dépassé largement le succès de Royal Oak. Comme vous aviez vu vraiment la genèse de la Royal Oak, que vous Oui. avez suivi, et qu'on voyait cette évolution qui marque quand même il y a une Ah oui, césure qui a entre. marqué. Quelle était votre appréciation, votre impression sur Mais c'était son bébé, donc c'est lui qui a continué à créer là-dessus, qui a créé une pièce d'âme aussi. Mais si vous voulez, on s'est rejoints plus tard dans le développement. Effectivement, lui a fait un chrono gigantesque. C'était carrément presque des montres de plongée. Oui, c'était effectivement assez volumineux et spectaculaire. Voilà. Ouais. Oui. Est-ce qu'on peut parler de la Millenary? Millenary, c'est aussi Emmanuel qui a fait le premier modèle, mais ce modèle était un peu lourd et l'équipe suivante, après Emmanuel, a revu complètement le modèle et l'a fait plus harmonieux. Et c'est l'actuel Millenary. On connaît de moins en moins parce qu'on la voit de moins en moins. De moins en moins, Ouais. bien sûr. Donc, vous êtes resté chez Audemars Piguet jusqu'en 1999. C'est cela. Ces dernières années, là, qu'est-ce que vous avez fait quelle était votre contribution de design auprès de cette maison? La dernière Royal Oak que j'ai faite, c'était La Grande Complication, qui est une pièce assez incroyable parce que jongler avec les épaisseurs et garder toujours le même système des vis, parce que les vis, elles servent réellement à quelque chose, elles tiennent la pièce et elles tiennent également l'étanchéité. C'est un phénomène plutôt technique qui était à adapter sur chacun des modèles. Il fallait certaines dimensions absolument pour garder ces vis traversantes. Et ce n'était pas très simple, ça, de Quelles jongler. étaient les principales contraintes en termes de design pour vous, je dirais? Mais de respecter justement ces dimensions et d'arriver à trouver le bon créneau pour fabriquer les pièces demandées. Après 1999, est-ce que vous avez continué à faire d'autres designs? Oui, j'ai quitté Audemars en 1999, ainsi que Emmanuel Guette aussi. Nous avons encore fait, juste en dernier lieu, c'était pour le 125e anniversaire, et ça tombait sur l'an 2000. Et pour l'an 2000, on a mis au point une collection très spécifique avec des modèles complètement uniques, des pendulettes, des tas de choses. Mais comme Emmanuel est parti un petit peu avant moi, je suis restée encore un moment
pour terminer cette collection. Et ensuite, en quittant Audemars, j'ai rejoint le groupe Swatch, qui était complètement différent. J'imagine bien, Oui. oui. Et vous avez fait quoi pour eux là-bas? Ben, j'ai travaillé avec Blancpain au départ, avec M. Biver, qui était encore dans la maison, mais qui avait dans le fond vendu sa marque au groupe Swatch. Et je me suis partagée entre Blancpain, Omega. Monsieur Biver, que vous aviez connu déjà au Oui, sein d'Audemars Piguet, d'Audemars j'imagine. Piguet, tout à fait. Oui, oui. Nous sommes restés en bonne relation. Puis par la suite, j'ai travaillé pour Tiffany, parce qu'à un certain moment, Tiffany est entrée dans le groupe. Et ensuite, j'ai aussi travaillé pour Balmain, la montre Balmain qui a eu son petit essor, assez féminin d'ailleurs, dans le groupe. Est-ce qu'il y a des modèles que, dans l'histoire récente de l'horlogerie, les 15-20 dernières années, qui vous ont marqué? Là, il s'est passé quelque chose, d'intéressant. Parce qu'on voit maintenant avec une horlogerie justement indépendante et assez audacieuse. Est-ce que c'est des choses que vous avez suivies un petit peu? J'ai quand même beaucoup aimé toutes les démarches, par exemple, qu'a fait Isaac. Perriard a fait aussi beaucoup de choses dans l'horlogerie avec des pièces assez exceptionnelles visuellement déjà, et puis des techniques horlogères différentes aussi. Busser, c'est aussi quelque chose de magnifique. Enfin, il a fait un cheminement tellement spectaculaire dans l'horlogerie. Je comprends qu'il travaille maintenant seul. Enfin, seul, il n'est peut-être pas seul, mais disons qu'il a eu besoin de créer des choses assez particulières. Il y a énormément, je trouve, d'horlogers en Suisse de valeur qui travaillent presque un peu seuls, qui créent des produits ou des mouvements, mais qui n'ont pas une grande valeur, dirons-nous, dans le succès commercial, mais qui marquent quand même leur trace. Et aussi une évolution des techniques de production qui permettent justement peut-être de créer différemment. Comment est-ce que vous avez suivi ça un petit peu avec du recul? Je suis toujours amateur. Oui. J'achète toujours des revues d'horlogerie. C'est une maladie quand même, ça devient une maladie. Une bonne maladie. Une bonne maladie, oui. C'est un cheminement que je n'ai pas, dans le fond, que je n'ai pas cherché dans la vie, qui m'est arrivé par succession d'événements. Et je suis très heureuse d'y avoir pénétré. J'avais un grand-père qui, au début, avant la crise de 29, avait une petite usine de cadrans dans le Jura. Mais c'était des ateliers, ce n'était pas des fabriques. Ma grand-mère aussi a travaillé avec lui. Et ils sont venus par la suite à Genève pendant la crise. Vous parliez de la famille Stern auparavant, oui. Justement, qui a repris un peu la main de Patek Philippe, justement suite à cette crise de 29. Pour venir justement sur votre collaboration avec Patek Philippe, là je sais que M. Gilbert Albert était là à ce moment-là. Et collaborait avec lui aussi? Pas du tout, pas du tout, parce que nous n'étions pas du tout dans le même créneau. Lui créait des choses à partir d'éléments issus de la nature, si vous voulez. Et dans le fond, c'était une pure création de sa part, alors que moi, je travaillais déjà un produit qui était beaucoup plus, pas commun, mais plus industriel. Et donc, j'ai travaillé avec M. Stern sur les montres dames. Et c'était des entourages et des attaches. C'était encore à l'époque où on avait des petits bracelets très fins avec des cordons, des choses comme ça, qui appartenaient à vos grands-mères, je suis sûre. Mais maintenant, c'est une chose qui n'existe plus. Et pour revenir à vos premières expériences liées à la joaillerie, excusez-moi, est-ce que vous avez aussi d'autres exemples comme ça où vous avez pu un peu vraiment vous exprimer? Oui, chez Rolex, à l'époque existait Montres et bijoux, une manifestation genevoise qui avait lieu au Musérat. Et cette exposition annuelle montrait bien entendu les pièces qui faisaient plus le show que la production traditionnelle. Et chez Rolex, effectivement, j'ai pu faire des pièces très, très spectaculaires.
Et au niveau de la manière de travailler, aujourd'hui, bon, ouais, l'ordinateur aide beaucoup. Oui. Est-ce que vous avez pu travailler avec ce genre d'outils un petit peu, ou c'était toujours de manière un peu traditionnelle avec le dessin? Et pour moi, l'idée, elle était au bout du crayon. Et donc, l'ordinateur n'est qu'un exécutant. Il ne crée rien. Donc, je n'ai pas jugé utile de construire moi-même les choses alors que j'avais tout un département à disposition pour bâtir les produits. Donc, je n'ai pas usé de la machine à dessin, mais j'ai continué à faire des croquis et des gouaches, des choses comme ça, oui. Vous nous avez dit que vous aviez formé un certain nombre de collaborateurs. Comment est-ce qu'on forme justement? Écoutez, on essaye simplement qu'ils suivent déjà le moule. Il faut savoir le recevoir. Et vous le traduisez pour la marque que vous servez. Voilà, c'est un petit peu ça. Il n'y a rien de miraculeux là-dedans. Aujourd'hui, une montre a complètement perdu sa dimension fonctionnelle. Donc comment est-ce que vous voyez l'évolution de l'horlogerie et du design horloger en particulier? Chez les messieurs, leur point de luxe, c'est la montre et la voiture. Et ça, je l'ai entendu mais mille et une fois. Et j'ai pu le constater dès qu'on se trouvait en société. Les messieurs ne discutaient que de leur dernière montre, de leur dernière voiture à acheter. Chez les femmes, ce n'est pas du tout la même chose. Chez les femmes, la plupart du temps, c'était très souvent un cadeau qu'on leur faisait. Et c'est seulement dans les années 80 qu'on a pu voir des femmes venir choisir leurs produits. Comment est-ce que vous interprétiez leurs demandes pour traduire ça dans des designs particuliers? Quelles étaient les particularités, on va dire, du souhait des femmes? Les femmes ont toujours voulu mettre des diamants sur leurs montres. Royal Oak en a été pourvu. Déjà, c'était les premières choses qui ont un peu changé. Même à un certain moment, on n'imaginait pas une pièce femme sans son rang de diamants. C'était presque impensable. Les femmes ne voulaient plus simplement du métal. Et c'était l'époque bling-bling. Et on a tous fonctionné là-dessus. Aujourd'hui, les femmes, effectivement, elles sont beaucoup plus maîtres de leurs décisions par Totalement, rapport au type de changé. produit Oui. qu'elles achètent. Et je pense que c'est quelque chose qui permet de faire évoluer aussi cette horlogerie qui a parfois été un peu trop masculin. Les marques de luxe restent quand même une sorte d'apanage qui dit la réussite, hormis, bien entendu, c'est les gens qui sont suffisamment à l'aise pour ne pas penser à cela. Mais très souvent, dans toutes les personnes qui ont vu leur situation évoluer grâce à leur travail ou à leur situation, dans l'industrie, la banque, je ne sais pas, mais enfin, c'est toute une clientèle, les médecins également, tout ça. Ça a changé la clientèle complètement. Le rapport avec l'argent n'était plus le même. Je crois que est-ce que c'est Sarkozy qui a dit ça? Si à 50 ans, on n'avait pas une Rolex au poignet, une Rolex en or, attention, c'est qu'on n'avait pas réussi sa vie ou quelque chose comme ça. Je n'ai plus la phrase en tête, mais il est vrai que très souvent, la montre a servi à dire son statut social, d'abord. Et puis après, il y a eu, comme toujours, les amateurs qui, eux, se moquent complètement de cela et achètent des produits très sophistiqués du point de vue technique. Ce sont deux marchés complètement différents. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les jeunes retrouvent un intérêt pour cette horlogerie mécanique. Totalement. Quand on pensait que peut-être ils allaient s'en détourner. Totalement. Je dois dire que pour avoir porté une montre quartz, je peux reconnaître que c'est nettement plus pratique. Mais si vous aimez l'horlogerie pure, et effectivement, la jante masculine s'y intéresse beaucoup, aux mouvements mécaniques et automatiques. Et je reviens juste sur un élément lié à la technologie, aujourd'hui qui permet justement d'utiliser des nouveaux matériaux, des choses plus, qui viennent d'autres industries parfois. Comment est-ce que vous pensez que vous auriez pu justement utiliser ceci? Mais j'ai utilisé. Ah ben c'est bien.
Oui, oui, j'ai utilisé le titane, j'ai utilisé le tantal, mais je ne suis pas allée plus loin. Quelle était la motivation d'utiliser ces matériaux à cette époque? C'était de Alors, tester écoutez, quelque chose? Non, il y a eu carrément un besoin réel qui était bêtement créé par Nick Faldo, le golfeur, qui voulait une pièce beaucoup plus légère pour pouvoir jouer avec. Tous les produits que nous faisions, que ce soit les autres marques ou nous-mêmes, à ce moment-là, c'était trop lourd. Donc le titane est venu remplacer l'acier et c'était le premier produit qu'on a fait. C'était pour Nick Faldo. Et le tantal? Et le tantal, alors, il est venu différemment. C'est un métal qui est très chaud, il est doux, et il vous transmet de la chaleur au bras. Il se différenciait en cela de l'acier, et il portait presque un peu plus de noblesse aussi. Il avait une couleur un peu plus gris foncé, qui permettait justement de faire des alliages avec de l'or, avec de l'acier aussi, avec du platine, avec des tas de choses. C'est-à-dire que c'était un moment, le tantal, mais il a disparu de la circulation de nouveau. C'était un métal rare, il est entier. Et assez compliqué à assez usiner. Compliqué, voilà. Ouais, ouais. Oui. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez passé avec nous. Et c'est gentil. Toujours un plaisir. Et à une prochaine, je l'espère. Merci. Merci beaucoup. Goodbye and viva watchmaking! Always the same. Well, I for sure hope you enjoyed this long video. Thanks a lot for watching. The very best to you. And of course, viva watchmaking! See you.